Aujourd'hui dans Mythbusters, Adam et Jamie plongent dans l'univers des bruitages au cinéma. On cherche à savoir si ces objets ou ces actions émettent le même bruit au cinéma que dans la vraie vie. Adieu! Alors, ces clichés sonores sont-ils faux ou authentiques? Et retrouvez Carrie, Tori et Grant qui voguent sur l'océan de la science. Voici le bateau à voile autopropulsé. Ils testent une expérience de leur invention. Un bateau à voile peut-il s'autopropulser? Allez! Chaos, grabuge et déveine sont au rendez-vous. J'ai le sentiment que cette expérience est quelque peu dangereuse. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'arrête là pour aujourd'hui. et Jamie Heineman. Bien joué, mon pote. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Voilà pourquoi on n'a jamais rien de coûteux. Tori Belleci Je vais essayer de pas vous laisser tomber. et Carrie Byron. Je suis allée à la fac pour ça. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Commençons par un mythe sonore source de cauchemar pour Adam. Tiens, on m'a apporté un cadeau. C'est drôlement gentil. Loupé. Je vais devoir lui régler son compte moi-même. Adieu! Oh, c'était quoi ça? Ça, c'était l'intro de notre émission. T'es sûr? J'ai plutôt eu l'impression que t'essayais de me tuer. Rectification, ça sonnait comme un meurtre, mais ça n'en était pas un. Je pige pas. Dans cette émission, on va chercher à savoir si les bruitages qu'on entend dans les films sont réalistes ou pas. Génial. Les cinéastes manipulent, modifient et enrichissent tous les effets sonores que nous entendons dans les films. Mais ces clichés audio sont-ils proches de la réalité? Pour le savoir, Adam et Jamie ont mis leur oreille à contribution. Si ma mémoire est bonne, nous allons travailler sur les grands classiques des bruitages au cinéma. Le coup de poing, le pistolet silencieux et les explosions. Et peut-être d'autres si l'occasion se présente. Ces expériences vont être plutôt simples. On frappe un objet, on tire avec un silencieux et on provoque une explosion. On enregistre tous ces sons puis on les compare avec les bruitages qu'on entend dans les films. Commençons par le coup de poing. D'accord. Porcinet se propose de jouer les cobayes pour l'équipe. Encore une fois. Pourquoi on a pris un porc? J'ai déjà donné une petite claque à Adam sans conséquence, mais si je le frappe réellement, je risque de le blesser et ce n'est pas le but. C'est pour cette raison qu'on utilise généralement des porcs pour ce genre d'expérience, comme celle avec le canon. Feu! Et les experts médico-légaux utilisent généralement des porcs en raison de leur ressemblance avec l'homme. Maintenant, Jamie et moi allons frapper ce porc, mais pour comparer le bruit des impacts avec celui des coups frappés dans les films, on va l'enregistrer avec ce microphone directionnel, orienté directement sur le point d'impact. Donc on frappe, les données sonores sont stockées dans cet ordinateur qui établira la comparaison avec ce bruit. Un coup de poing comme on entend au cinéma. Aïe! Jamie, imagine, tu rentres chez toi et tu découvres que ce porc a vidé ton compte en banque. Venge-toi. Joli, ça fait mal? Un peu, j'ai pas bien frappé. Sa main n'étant pas protégée, Jamie a frappé le plus fort possible. Mais le résultat sonore ne correspond pas vraiment à un coup de super-héros au cinéma. Tu me cherches? Aïe! On va finir par se blesser à force. Afin de ne pas se blesser, Adam et Jamie doivent retenir leur coup.
limitant ainsi leur puissance, et c'est ce que reflète l'enregistrement audio de leur frappe de fillette. Et pour la comparaison, voici un coup de poing au cinéma. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà qui ébranle le mythe, mais ne le détruit pas complètement. Un autre usage du ruban toilé. Les deux compères vont mettre un peu plus de punch dans leur frappe pour essayer d'obtenir un son digne d'Hollywood. Aïe. Grâce à ce gant de boxe artisanal, Jamie va pouvoir asséner un crochet du droit plein de vigueur. Malgré une frappe nettement plus puissante, le bruit qui en découle reste décevant. On en est encore loin. Ouais. Mais ils ne baissent pas les bras. Adam a imaginé et conçu un objet qui va multiplier leur force de frappe pour un résultat qui va secouer. Retrouvons maintenant Carrie, Tori et Grant qui voguent sur l'océan de la physique. Alors, quel est le mythe du jour? Non, c'est stupide de vous parler de ce mythe ici, à l'atelier. J'ai une solution, suivez-moi. Je flaire la mauvaise idée. Souviens-toi de la dernière fois. Ouais, je peux toujours pas m'asseoir. La voilà, ma super idée. Tu peux nous expliquer ce qu'on fait ici? Quel genre de mythe on est censé tester avec Grant qui a le mal de mer? Eh bien, pour tester un mythe maritime, il vaut mieux être en mer, non? Bon, on peut se mettre au boulot? Parce que ce bateau est une bombe à retardement. Le mythe auquel on va s'attaquer s'appelle le bateau à voile autopropulsé. Ah oui, quand le vent est nul, il suffit de fixer une grosse hélice aérienne à l'arrière du bateau pour créer un souffle d'air dans la voile et avancer. Exactement. Mais certains diront que ça ne marchera pas. Oui, à cause des lois de Newton. On doit découvrir le fin mot de cette histoire. Même si on s'en rend malade. Parle pour toi, marin d'eau douce. C'est un grand classique des mythes physiques. Bloqué sur une mer d'huile, notre héroïne dégaine son ventilateur et le fait souffler dans la voile pour faire avancer son bateau. Mais les lois de Newton réduisent-elles à néant cette légende maritime? Que se passera-t-il si l'on tente de réaliser cette expérience? Je ne dis pas ça parce que je suis sujet au mal de mer, mais on ne devrait pas retourner à l'atelier pour tenter l'expérience en échelle réduite. Pourquoi? Maintenant qu'on est là, il nous suffit d'installer un ventilateur et de tout réjouir. Mais le vent souffle fort aujourd'hui, du coup, on ne saura pas si le voilier avance grâce à notre ventilateur ou grâce à la force du vent. Il a pas tort. Bon, on rentre à l'atelier et on fait quelques tests sur modèle réduit, avec un mini voilier et un mini ventilo pour avoir une idée de ce qui nous attend grandeur nature. C'est une bonne idée. Grant a le visage tout vert, tu trouves pas? Désireuse d'épargner Grant, l'équipe est de retour sur la terre ferme où elle va s'attaquer à un mythe mis à mal par de grandes lois de physique. Ce mythe va à l'encontre des lois de Newton, et plus particulièrement du premier principe qui établit que tout corps demeure dans l'état de repos ou de mouvement uniforme dans lequel il se trouve, à moins qu'une force extrême ne l'oblige à changer d'état. Dans notre cas, le corps est le bateau, et il est à l'arrêt. La force externe, c'est-à-dire le vent, agit sur le bateau et le fait avancer. À présent, prenons un marin. S'il réussit à générer un courant d'air alors qu'il est dans le bateau, il ne s'agira plus d'une force externe car ces deux éléments sont placés dans le même référentiel. Donc, normalement, l'air généré par le ventilateur ne devrait pas faire avancer le bateau. Et malheureusement, le premier principe de Newton n'est pas la seule loi physique rendant tout mouvement improbable. Il existe un autre principe de Newton, la troisième loi du mouvement des corps, qui établit que toute action génère une force opposée équivalente. Donc, si le ventilateur envoie de l'air dans la voile, une force égale est générée dans le sens opposé. Si cette donnée est vraie, ces deux forces s'annulent et le bateau ne bougera pas. Il fera du surplace. Malgré ces deux principes de Newton jouant contre leur mythe, l'équipe prépare une démonstration de faisabilité pour mettre en pratique les données théoriques. Et pendant que Carrie confectionne un bateau sur roulette, Tori garde les pieds au sec et se contente de fabriquer une fausse mer bleue. Inutile de se mouiller les pieds quand ce n'est pas nécessaire.
Évidemment, l'idéal serait de réaliser cette expérience sur l'eau. Mais ça nous compliquerait la tâche car d'une part, une grande force est nécessaire pour faire avancer un bateau sur l'eau, 1,9 Newton pour être précis. Et d'autre part, faire avancer un bateau en ligne droite présente d'autres difficultés. Mais on a trouvé un subterfuge. Au lieu d'utiliser un bateau sur de l'eau, on va faire glisser cette voiture miniature sur une surface acrylique. Ainsi, le véhicule avancera en ligne droite avec un minimum de frottement. Une force de 1 Newton suffit à le faire avancer. C'est parfait. Au fil des années, l'équipe de Mythbusters s'est attaquée à une multitude de légendes extravagantes concernant Hollywood. Jusqu'à aujourd'hui, ces mythes concernaient principalement l'habitude qu'ont pris les réalisateurs à détourner la réalité à l'aide d'effets visuels défiant les lois de la physique. Mais cette fois, Adam et Jamie se penchent sur l'aspect sonore. Et pour découvrir si un coup frappé au cinéma fait le même bruit que dans la réalité, Adam emploie les grands moyens. Comme je n'ai aucune envie de me blesser ici à force de frapper sur ce pauvre porc, j'ai décidé de construire un objet qui va remplacer mon poing. Ce n'est pas une machine, je vais simplement combiner cet élément avec celui-ci. C'est parti. Le poing en gel balistique va permettre d'obtenir un son très réaliste d'un contact peau contre peau. De plus, la poignée de la batte de baseball offre à Adam une bonne prise. La frappe sera donc plus puissante. C'est prêt. Si Adam parvient à reproduire le son d'une frappe de cinéma, le mythe sera confirmé. T'es prêt, gros lard? Prépare-toi à souffrir. C'était pas mal. Allons écouter ça. À l'oreille, la différence est flagrante. Mais procédons à une vérification plus objective. C'était plutôt pas mal. Écoutons maintenant le son du film. Ça n'a rien de comparable. On doit en parler à un expert. Tout à fait d'accord. Mais où va-t-on en trouver un? Ayant collaboré à la plupart des chefs-d'œuvre de Tim Burton, Steve connaît parfaitement les secrets d'un bon coup de poing hollywoodien. Pourquoi est-ce que notre meilleure frappe rend ce son-là? Ce son est celui d'un coup de poing sur un visage. À Hollywood, ce qui intéresse, c'est l'aspect dramatique, c'est vendre une histoire. Du coup, on ajoute le sifflement d'un tube ou d'un goujon. Juste un petit coup pour donner une illusion de vitesse au mouvement. Vous avez réussi à produire un très bon son de claque, mais pour un coup de poing, il faut une tonalité un peu plus grave. Par exemple, vous pouvez faire comme ça. Ça rend assez bien la sonorité d'un contact poing-os. D'accord. Quoi d'autre? Je peux vous faire le son d'un craquement d'os. Super. Avec des noix, j'adore. Voici un récapitulatif des différents éléments à combiner pour produire le son d'un vrai coup de poing made in Hollywood pour un résultat riche en texture et en profondeur. Prenons notre meilleur coup de poing sur le porc. Steve a dit qu'il lui fallait un peu plus de profondeur. On va donc utiliser l'une de ses frappes sur le torse. Il a précisé qu'on pouvait également ajouter un mouvement d'air. On choisit donc celui émis par le tuyau. Et pour finir, ajoutons un craquement d'os réalisé avec les noix. Mixons le tout et voyons le résultat. Pas mal, non? C'est vrai, mais le résultat est sans appel. Les bruitages illustrant les frappes au cinéma ne sont que pure fiction. Le mythe est donc bidon. L'étape suivante consiste à fixer le ventilateur. J'ai choisi différents modèles pour voir lequel s'adapte le mieux à la maquette. Une fois allumé et placé à l'arrière, la voiture miniature devrait reculer. Carrie doit trouver un ventilateur On élimine celui-ci. dont le rapport puissance-poids Non plus. permettra de faire avancer le bateau. C'est trop lourd. Les ventilateurs ne sont pas assez puissants. Carrie joue le tout pour le tout et utilise une hélice d'avion miniature. Ça devrait faire l'affaire. Pendant ce temps, Grant confectionne une voile pour leur bateau. Une fois qu'il l'aura fixée au mât, l'équipe sera prête à mettre la véracité du mythe à l'épreuve. Un bateau à voile autopropulsé fera-t-il du surplace, comme l'affirment les défenseurs de la thèse de Newton, ou voguera-t-il à toute vitesse sur les océans ?
Il est temps de reproduire le mythe à échelle réduite. On a donc fixé le ventilateur au bateau et il va être orienté de sorte que l'air soit propulsé directement dans la voile. Normalement, d'après la troisième loi du mouvement de Newton, ces deux forces devraient s'annuler et le bateau faire du surplace. Comme le veut le mythe, la source d'air est placée sur le bateau. Ok, Allez, bouge. c'est parti. Parfait! Il semble que les lois de Newton soient plus fortes que les illustrations de dessins animés. Oui, et en voici la raison. Si vous faites le test en retirant la voile, le ventilateur fait bien reculer le bateau. Mais si vous ajoutez la voile, cette poussée vers l'arrière est annulée par une force égale et opposée qui pousse le bateau vers l'avant. Le bateau ne bouge pas, le mythe est donc bidon. Mais l'est-il vraiment? Notre trio intrépide ne baisse pas les bras si facilement. Cher Isaac Newton, il est peu probable que vous regardiez cette émission puisque vous n'êtes plus de ce monde. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de vos lois qu'on va abandonner. Le prochain son qu'on va étudier est peut-être mon préféré. C'est celui d'un pistolet automatique qu'on recharge. Dans mon esprit, le son typique pour ça, c'est... Mais sommes-nous proches de la réalité? Aujourd'hui, on utilise de vrais pistolets. Au début de l'ère cinématographique, de nombreux spécialistes du bruitage étaient issus du monde de la radio. Et ils avaient pas mal d'outils, comme des cliquets par exemple. Certains ont peut-être travaillé avec de vrais pistolets, mais souvent, il s'agissait de mécanismes de cliquets déclenchés très rapidement. Aujourd'hui, grâce à la technologie numérique, les sons des pistolets sont enregistrés et stockés dans une gigantesque bibliothèque où on va les chercher en cas de besoin. Procédons maintenant à l'enregistrement qui servira de comparatif. On va enregistrer ça. Ça sonne plutôt bien, non? Et maintenant, voici la version cinéma. C'est ressemblant? Pour ce qui était des coups de poing, aucun de nos essais n'a été concluant, mais en ce qui concerne le son des pistolets, inutile de chercher à transformer ou créer un bruitage quand on peut se servir du véritable son. Un bon point pour Hollywood. Grâce à de vastes bibliothèques sonores à leur disposition, les concepteurs sons comme Steve utilisent les sons authentiques des armes, qu'elles soient grandes ou petites. Tout le monde à terre. Ceci est un hold-up. Je suis sérieux. Quelle est la suite? Bien, voici un serpent à sonnette, une espèce très venimeuse à l'avertisseur sonore très caractéristique. Cette espèce est endémique à l'ouest américain. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si le son qu'on entend dans les films est authentique ou pas. Mais c'est pas un serpent à sonnette, c'est un boa arboricole de Madagascar. Je sais, monsieur le rabat-joie. Et il t'aime bien? Moi aussi, j'aime bien. Quiconque ayant déjà vu un western connaît le son que produit un serpent à sonnette. Mais s'agit-il d'un son authentique ou d'une invention cinématographique? Pour le savoir, on s'est procuré un véritable crottal. Owen, est-il possible de déclencher son avertisseur sans l'effrayer? Je vous présente Big Bob, un fanat de la sonnette. Vraiment? Oui, il adore faire du bruit, c'est un bavard. Voici donc Big Bob. Et ceci est le bruit d'un serpent à sonnette que l'on entend dans les films. Nous voulons savoir si le son que produit Big Bob est ressemblant. On l'enregistre? Oui. C'est parti. Top départ. Génial. Excellent. Les deux sons sont ressemblants, mais procédons à une évaluation plus objective. Commençons par le crottal de film. Autour de Big Bob maintenant. C'est hallucinant. Les sons sont similaires. C'est indéniable. Les concepteurs sons utilisent de vrais serpents pour reproduire les sons de crottal dans leurs films. Je suis d'accord. C'est confirmé. Dans l'expérience de bateau à voile autopropulsé, les lois de Newton se sont avérées infaillibles. La poussée en avant capturée par la voile était soumise à une force égale et opposée.
Le bateau restait donc immobile. Mais la partie n'est pas finie. Notre équipe pense qu'en modifiant légèrement les variables, le résultat pourrait être différent. On va réaliser plusieurs essais. On va tester différentes voiles et sources d'air pour voir si le bateau à voile peut s'auto-propulser. Quand le ventilateur, la voile et le bateau respectent des proportions réalistes, le bateau ne bouge pas. Grant commence donc par réduire la taille de la voile. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on teste l'expérience avec une petite voile. Regardez le schéma. Il illustre ce qui, selon moi, va se produire. Le souffle d'air va passer au-delà de la voile et faire reculer le bateau. Considérant ce qui a été vu jusqu'à présent, l'idée que le bateau va reculer peut vous surprendre. Mais une forte poussée est générée par cette hélice. Si la taille de la voile est en proportion plus petite que la source d'air, une partie de cet air va s'échapper par les côtés, résultant en un filet d'air qui poussera le bateau vers l'arrière. Ne vous moquez pas de la taille de mon truc. C'est mignon. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Regardez, les forces s'annulent encore. C'est vrai. On n'a qu'à augmenter la vitesse de l'hélice. Bonne idée. Essaye, on verra ce qui se passe. Ok. Ça a bien reculé. Dingue. Si la voile récupère la totalité de la force de poussée émise par l'hélice, le bateau reste immobile. Mais en réduisant la taille de la voile et en augmentant la vitesse du ventilateur, le bateau bouge. Mais il part vers l'arrière. Et pour inverser sa trajectoire, notre trio va devoir voir les choses en plus grand. Pour notre prochain test, on a augmenté la taille de la voile. Évidemment, il a fallu aussi élever le ventilateur pour que le courant d'air soit projeté directement au centre de la voile. Espérons que ça fonctionne. Tout est prêt. Alors c'est parti. Ça ne bouge pas d'un pouce. Les forces s'annulent encore une fois. Tu augmentes la vitesse? Je la mets au maximum. Waouh, c'en est presque flippant. Le bateau avance, regardez. Plus vite. Ça y est, ça fonctionne. Super. Avec un souffle d'air plus puissant, un voilier peut s'autopropulser. Je ne suis ni marin, ni ingénieur en aéronautique, mais voilà ma théorie. Le ventilateur génère une quantité d'air directement envoyée dans la voile. Celle-ci ne peut absorber qu'une partie de cet air, et le reste est renvoyé dans l'autre sens, créant une poussée vectorielle et permettant au bateau d'avancer. Cette répercussion génère donc une poussée et un mouvement du bateau vers l'avant. Tout ce qu'il faut, c'est une grande quantité d'air. Une très grande quantité. Quel type de ventilateur est susceptible de produire une grande masse d'air? Un moteur à réaction. Ce serait géant. Tu vois les choses en grand. Il faut tester. On s'est procuré un moteur à réaction réduite. Cette chose peut faire voler un avion miniature à 400 km/h et génère une poussée de 78 newtons. Il nous donnera un souffle d'air suffisamment puissant. Mais d'abord, je dois le fixer à notre long skate. On utilise un long skate car le moteur émet une telle chaleur qu'on est obligé d'éloigner au maximum la voile de la source de chaleur. Et en parlant de chaleur, L'un des problèmes posés par le moteur à réaction est que les gaz qui s'en échappent peuvent dépasser les 600 degrés Celsius. Cette voile est en soie, et c'est le matériau le plus adapté qu'on ait trouvé pour l'expérience à petite échelle. Mais l'inconvénient avec la soie, c'est que lorsque vous l'approchez d'une flamme, ça brûle. pendant que Grant essaye de se procurer un matériau inifugé, Tori se concentre sur le montage du voilier. Comme précédemment, l'expérience sera réalisée sur une surface plane et non sur l'eau. Ça y est, le moteur est installé. C'est au tour de la voile. Ce tissu est ininflammable. Et je l'ai monté sur un cadre en alliage d'aluminium dont la température de fusion dépasse celle des gaz émis par le moteur. C'est une voile de ce type que vous devrez utiliser si vous voulez voyager sur un voilier autopropulsé. Le bateau avec moteur à réaction est terminé. Il est temps de le tester. On ne peut pas démarrer un mini-moteur à réaction n'importe où. Mais cette base navale abandonnée fait parfaitement l'affaire. Cet engin ne m'a pas l'air très sûr. Ouais, et je crois qu'on ferait mieux de tester le skate avant. Tu veux monter sur un skate à moteur? Bien sûr. Vous n'en crevez pas d'envie, vous? Absolument pas, mais si tu y tiens, ça nous fera une belle vidéo souvenir qui nous fera bien rigoler, comme avec le vélo. Dans vos magasins à Noël, le skateboard à moteur, totalement sécurisé.
Avant de débuter l'expérience, je veux tester le moteur. Pour ce faire, je l'ai fixé dans l'autre sens pour éviter de me brûler l'arrière-train. Heureusement pour Tori, notre assurance santé prend en charge les plâtres pour le corps entier. C'est bizarre, je commence à stresser un peu. Si quelque chose de fâcheux devait arriver, il sera couvert par l'assurance. Mais que pourrait-il m'arriver? Ce n'est qu'un skate doté d'un moteur à réaction. Paré au démarrage. Les secours sont là. Appelez une ambulance. Alors, sommes-nous partis pour un retour vers le futur? Ou un retour aux urgences? Ça a fonctionné. Ce skate va faire un tabac auprès des gosses à Noël. C'était un test intéressant. Et ce que j'en retire, c'est qu'un moteur pas plus grand que ça a fourni suffisamment de puissance pour mouvoir les 80 kg de Tori sur le skateboard. Si on remplace Tori par la voile, on devrait avoir assez de poussée pour l'expérience. Prouver la véracité de ce mythe ne nous a pas suffi. En effet, on vous a démontré avec un modèle réduit qu'un voilier pouvait s'autopropulser. Mais notre objectif est de vous expliquer comment réagir en cas d'absence de vent en pleine mer. Pour ce faire, on a besoin d'un souffle d'air suffisamment puissant et c'est le moteur à réaction qui va nous le fournir. Voici le voilier autopropulsé de l'extrême. Vas-y. J'adore ce bruit. Allez! Allez! Tu vas bouger, oui! Le voilier avance! Ça y est! Ça a marché comme sur des roulettes. Le moteur à réaction s'est montré suffisamment puissant pour surmonter l'annulation des forces de mouvement et le voilier a avancé. On a réussi! Notre voilier s'est autopropulsé. Bien joué! La prochaine étape va être géniale. Expérience grandeur nature. De retour à l'atelier, une belle surprise les attend. Un bateau avec une hélice aérienne. On va donc vérifier ce mythe en grandeur nature avec ce bateau. C'est un hydroglisseur à fond plat auquel on a fixé une hélice aérienne. Celle-ci est reliée à un moteur de 40 chevaux, pouvant générer une poussée de 890 newtons. On va prendre l'hélice et la retourner, puis fabriquer un mât et y attacher une voile, et nous verrons si le bateau peut s'autopropulser. Le souffle était tellement puissant que j'avais du mal à garder les pieds au sol. À mon avis, ça va le faire. Avec un vent dépassant les 100 km/h, cet engin est suffisamment puissant. Il est donc grand temps de réceptionner la voile et de l'installer sur le mât. Maintenant qu'on a récupéré la voile, on va pouvoir ériger le mât. Cette fois, on a utilisé de l'aluminium car c'est un matériau léger qui bénéficie d'une forte résistance à la traction. Cependant, la base sera en acier. On veut pouvoir l'attacher au bateau sans faire de trou dans la coque car le bateau nous a été prêté. Contre toute attente, notre équipe de marins d'eau douce a réussi à confectionner sa voile carrée sans aide extérieure. Un coup de main! Plus vite! Prête pour la grande aventure? Je n'ai vraiment pas de souffle. Pour savoir si le bateau parviendra à s'autopropulser, l'heure est venue de passer au test en milieu aquatique. On a choisi un lac parfaitement abrité. Il n'y a donc ni vent ni courant. C'est l'endroit idéal pour réaliser notre expérience. Et le lieu parfait pour une première mise à l'eau et une petite virée. Le moteur à fond, le trio en profite pour évaluer la stabilité et la puissance du bateau. Le bateau réagit parfaitement. C'est génial! Mais qu'en sera-t-il avec la voile? Le prochain bruitage de cinéma que les Mythbusters vont décortiquer est celui du silencieux. Au stand de tir de la police de San Francisco, notre duo de choc se met au travail en compagnie du spécialiste en acoustique Roger Schwenke. Ayant participé à plusieurs reprises à l'émission, il a obtenu le titre tant convoité de Mythbuster honoraire. Ça secoue les tripes! Et aujourd'hui, il a apporté avec lui son enregistreur et son matériel d'analyse d'expert. On veut savoir si ce pistolet fait le même bruit que dans les films ou s'il est totalement différent.
Comment fonctionne un silencieux? En fait, c'est un peu comme le silencieux d'un pot d'échappement. Il se compose de plusieurs chicanes qui ralentissent et redirigent les gaz qui sont émis, absorbant ainsi un grand volume d'énergie et le son. C'est pareil que lorsqu'on débouche une bouteille de champagne. Si vous retirez le bouchon très rapidement, le bruit sera très fort, mais si vous vous y prenez lentement et avec douceur, vous n'entendrez qu'un léger sifflement. Voilà donc comment les silencieux atténuent les sons. Mais ils présentent d'autres avantages. Il serait négligent de notre part de ne pas préciser que le silencieux n'est pas seulement l'arme fétiche des assassins. En effet, les militaires et les policiers apprécient également le système du silencieux pour 4 raisons principales. Le poids supplémentaire qu'il ajoute à l'extrémité du pistolet permet de réduire le soulèvement du canon et le recul lors du tir. Il rend donc la visée plus facile. Il réduit le bruit et le souffle. Et enfin, il atténue presque totalement le flash lumineux à la sortie du pistolet. Tous ces éléments rendent l'utilisation d'une arme plus sûre. Passons à la phase de test. Pour commencer, Adam et Jamie ont besoin d'un niveau de référence. On va d'abord tirer sur nos cibles avec un pistolet simple. 3, 2, 1. J'ajoute maintenant un silencieux au bout de mon pistolet et je vais tirer sur la cible. Cela me permettra de comparer le son que produit un pistolet normal avec celui d'un pistolet muni d'un silencieux, puis nous comparerons avec le bruitage d'un silencieux au cinéma. J'ai un silencieux dans la main. Trop la classe. Passons maintenant au tir avec silencieux. La version cinématographique est-elle fidèle à la réalité? Merci. Les silencieux sont-ils aussi efficaces dans la vraie vie que dans les films? Pas mal. C'est génial, tu veux dire. C'est beaucoup moins bruyant que ce que je pensais. Et le résultat avec le 9 mm de Jamie est tout aussi surprenant. L'amélioration est flagrante, mais écoutons plutôt l'analyse de notre expert acousticien. D'abord, le nombre de décibels, soit l'intensité de la pression acoustique. Le premier tir présentait 161 décibels, puis avec le silencieux, on passe à 128. C'est une forte diminution, car on passe d'un son dangereux pour l'ouïe à un son bénin. Mais en plus de la puissance, la texture et l'indication de la mesure du son sont également altérées. Il y a une impulsion très marquée et bruyante. Puis avec le silencieux, le son d'origine s'étale un peu plus dans la durée. Waouh! On peut les écouter? Voici pour le premier tir. Et avec le silencieux? Il n'y a pas photo. Réécoutons, pour le plaisir. D'autant que le dénouement est des plus surprenants. Je pensais franchement que ce mythe serait bidon. Et je suis épaté. Mais qu'en est-il de la version cinématographique? Les résultats seront-ils concluants? On peut entendre la version Hollywood? Bien sûr. On est loin de la réalité. On en est loin, en effet. Mais malgré cette différence, le silencieux réduit bel et bien le volume d'un tir de pistolet comme dans la version hollywoodienne. Alors les silencieux atténuent-ils autant le son d'une balle que dans les films? Et surtout, font-ils ce qui les caractérise tant? Les deux enregistrements présentent des similitudes, non? C'est vrai. On va donc qualifier ce mythe de plausible. Ouais. Je suis bluffé. Je les tire, mec. Merci, toi aussi. On a notre hydroglisseur et notre voile. Première étape, on va tenter l'expérience avec la configuration d'origine, c'est-à-dire l'hélice aérienne nous faisant dos, et on espère qu'une fois le moteur allumé, le bateau avancera. Puis on retournera l'hélice et on hissera la voile. On a terminé. Et on saura si un bateau peut s'auto-propulser. Tous à l'eau! Pour commencer, l'hélice reste en position initiale pour permettre à Carrie et Grant de réaliser un test de vitesse en ligne droite. Ainsi, lorsque la voile sera hissée et que l'hélice sera tournée vers l'avant, ils bénéficieront d'un point de référence pour comparer les deux tests. Et si on le baptisait la reine des airs? Quel que soit son nom, le bateau effectue un départ qui laisse à désirer. Ils sont dans une posture plutôt fâcheuse. Le poids de la voile rend les manœuvres très difficiles. Vous allez à 0 km/h. Mais malgré les encouragements de Tori, À croire que le bateau est attiré par les îlots. Grant et Carrie réussissent finalement à se mettre en position.
Pour le premier test, l'hélice aérienne est dans le sens d'origine et la voile baissée. Ils vont filer en ligne droite et moi, je vais calculer leur vitesse depuis le canot à l'aide d'un radar de contrôle routier. Ils sont jaloux de mon bateau. Ils veulent pas que j'allume mon moteur et qu'on fasse la course. Regardez-les avec leur hélice rose ridicule. Prêt? Essai numéro 1. Hélice en position initiale. Voile baissée. Test de vitesse. C'est parti. Après le premier essai du bateau réalisé à l'atelier et lors duquel Grant avait mesuré une vitesse de 96 km/h avec l'anémomètre en se tenant derrière l'hélice, je pensais qu'une fois sur l'eau, notre bateau à voile autopropulsé filerait à toute vitesse. Mais maintenant, avec juste le mât érigé, le bateau est plutôt lent. Donc, une fois que la voile sera hissée, je pense que le mouvement du bateau sera vraiment léger. Alors, notre vitesse! 32 km/h. Test réussi. Maintenant, on va retourner l'hélice et hisser la voile pour savoir à quelle vitesse on peut aller. Oups. Carrie, Tori et Grant retournent l'hélice aérienne et hissent la voile pour l'essai final d'une expérience qui peut bouleverser les lois de la physique. Peut-on, oui ou non, naviguer sur un bateau à voile autopropulsé? Je sens que ce dernier essai ne sera pas sans risque. Espérons que ça tienne. L'hydroglisseur n'est pas conçu pour fonctionner avec une hélice à l'envers, et encore moins avec une voile géante montée sur un mât. Tu veux que je te guide? J'ai l'impression que le bateau pourrait dangereusement s'incliner. Je n'ai vraiment pas envie de tomber dans l'eau. Bien. Prêt à hisser la voile? Hissez la grand voile! Hissez le phoque! Je vais aussi vite que possible. Pour que ce mythe soit confirmé, il est essentiel que le bateau se déplace vers l'avant grâce à l'air propulsé dans la voile. Si le navire part à la dérive ou se laisse porter par le courant, ça ne marche pas. Le bateau doit avancer pour que l'expérience soit validée. Ça m'a l'air bien parallèle. Le deuxième élément qui nous intéresse, c'est de comparer la vitesse de l'hélice quand elle est dirigée vers l'arrière et quand elle est orientée vers l'avant. Vous êtes prêts? La vitesse sera-t-elle meilleure? Probablement pas. Notre objectif est d'atteindre les 32 km/h. Mais honnêtement, si on atteint déjà les 8 km/h, je serais vraiment agréablement surpris. Amusez-vous bien. Qu'est-ce que je ressens alors que je suis sur le point de piloter ce chef-d'œuvre de l'aéronautique constitué d'éléments totalement incompatibles? Ma réponse est qu'il n'y aura pas vraiment de pilotage. Je vais juste faire tourner l'hélice et voir si le bateau avance ou pas. Mais il n'est pas non plus exclu que l'hydroglisseur chavire sous le poids de la voile. On est à nos postes. En avant. Tori prend le canot pour les mener jusqu'au plan d'eau choisi. De l'espace à perte de vue, pas de vent ni de courant, c'est le spot idéal pour la navigation scientifique. Bon, t'es prêt à te lancer? Oui. Alors c'est parti. Pour le bateau à voile autopropulsé grandeur nature. Plein gaz! J'avoue que la partie la plus délirante de l'expérience, c'est quand on a allumé l'hélice et que le bateau a commencé à tourner sur lui-même et à s'enfoncer dans l'eau d'un côté. Avec Grant, on avait peur parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on allait chavirer. Le navire est hors de contrôle et n'avance pas du tout. Il ressemble plus à une toupie folle. Cette expérience est extrêmement dangereuse. Quand j'ai allumé l'hélice aérienne, le bateau a commencé à tourner de façon incontrôlable et je me disais que tout ça allait finir dans l'eau. J'ai donc éteint l'hélice et au deuxième essai, j'ai découvert Le bateau avance. Super. que si vous dirigez l'hélice de façon à ce que l'air soit propulsé directement dans la voile, eh bien le bateau avance. Ça fonctionne! Il faut constamment ajuster l'hélice. On ne peut pas juste l'allumer et s'occuper d'autre chose. Si on se concentre uniquement sur cette tâche, on peut réussir à faire avancer le bateau. Ça a marché. Regardez ça, le bateau file droit sur l'eau. On a réussi à autopropulser notre voilier.
En appliquant la méthode Mythbuster, l'équipe est apparemment parvenue à contredire les lois de Newton. Leur voilier s'est bel et bien autopropulsé. À quelle vitesse on va? 3 km/h. Il ne fait aucun doute que l'hydroglisseur irait plus vite avec l'hélice dirigée vers l'arrière et sans voile. Mais la question n'est pas là. Il s'agissait de savoir si un bateau pouvait s'autopropulser avec un ventilateur. Et c'est le cas. C'est de la folie. On a battu en brèche les lois de Newton. Voilà ce qui s'est produit selon moi. Tout d'abord, on dispose d'une forte poussée générée par l'hélice aérienne. Cette poussée s'engouffre dans la voile, mais une partie est rejetée dans le sens opposé, créant une poussée nette permettant au bateau d'aller en avant. Et pour prouver que le vent n'a pas joué, Grant et Carrie font demi-tour et font voguer leur bateau dans la direction opposée. C'était génial! C'est hallucinant, ça a fonctionné. Le mythe est officiellement confirmé. Absolument d'accord. Ce bateau a avancé grâce à l'air issu de cette hélice. Confirmé! Souvenez-vous, dans l'introduction, Adam et Jamie faisaient exploser une bombe dans une ambiance très hollywoodienne. Adieu! Mais ce n'est pas pour le plaisir que notre duo a fait exploser cette voiture. En effet, l'objectif de cette mise en scène est de découvrir si les bruitages que l'on entend au cinéma sont fidèles à la réalité. Pour commencer, découvrez les ingrédients d'une explosion sur grand écran. 9 litres d'essence reliés par une corde et calés sur le siège avant. Voilà la recette d'une explosion spectaculaire à Hollywood. Mais quel bruit fait une explosion en réalité? Adieu! Ça sonne différemment, non? À l'instar du coup de poing, la version cinématographique de l'explosion possède plus de texture et de profondeur. En gros, elle est beaucoup plus dramatique que dans la réalité. Que donne la comparaison des signaux? Ils sont très différents. L'explosion à l'essence présente un pic très soudain et l'énergie est concentrée dans une fourchette restreinte de basses fréquences. Tandis que l'explosion cinématographique présente un démarrage plus lent et l'énergie générée s'étale sur une fourchette de fréquences plus vaste et dure bien plus longtemps. C'est un son très différent. Le mythe a tout l'air bidon. Mais le duo n'en a pas terminé pour autant. Il refuse de se fier à une seule et unique explosion. Si le bruit provoqué par l'explosion à l'essence ne correspond pas au bruitage entendu dans les films, peut-être qu'une explosion plus importante s'en rapprochera plus. Pour ce faire, retrouvons notre vieil ami l'explosif C4. On va faire exploser la voiture et voir quel son ça produit. Et par la même occasion, on va en profiter pour voir ce qu'il reste de la voiture pour le plaisir. Allez, c'est parti. 1 kilo de C4 dans 3, 2, 1. Badaboum! Ça, c'est une belle explosion. Ça résonne jusqu'à l'intérieur du corps, pas vrai? Tout à fait. Une détonation solide et retentissante. Mais une fois encore, le son produit est totalement différent des bruitages cinématographiques. Quand je regarde l'onde de la fausse explosion, je vois une largeur de bande sonore très vaste, ce qui n'a rien à voir avec le son de l'explosion au C4 qui présente une impulsion nette et quelques bruits marginaux, mais en rien comparable avec l'explosion au cinéma. Je ne pense pas prendre un risque en disant que ce mythe est bidon. En effet, le contraste entre les explosions réelles et celles du film est indéniable. Ce dernier mythe concernant les bruitages au cinéma est donc bidon. Tirons-nous d'ici avant que nos bottes soient totalement dégueulasses.